Bonjour à tous. Alors, très rapidement, on va plutôt faire ça. On va se présenter très rapidement de façon à rentrer vite dans le vif du sujet. Donc, je suis mal élevé, mais j'ai commencé par moi. Je suis DGA d'Epsilon France. Je suis en charge du pôle Data et Analytics, qui recouvre à peu près 150 personnes sur les compétences consulting et de dev sur toutes les plateformes data. Voilà, et je suis accompagné d'Olivier qui va se présenter. Donc, pour ma part, je suis directeur technique Epsilon France. J'interviens sur toutes les problématiques d'architecture, en accompagnement de nos clients, mais aussi sur nos offres internes. Et j'encadre finalement les équipes architectes chez nous. Ok, alors comme on n'aura pas avoir trop le temps de répondre aux questions à l'issue de la présentation, on vous a mis deux médias de nous contacter, soit sur le site du salon, soit sur l'adresse mail qui est affichée ici, communication@epsilon-france.com. Alors, un mot d'Epsilon France avant de vous présenter notre synthèse. Epsilon France, c'est une alliance de 3 actifs du groupe Publicis, qui sont d'un côté Soft Computing, Publicis ETO et les équipes Data Science de Publicis Media. C'est aujourd'hui plus de 750 consultants en AdTech et MarTech, plus de 350 clients. On intervient, comme c'est indiqué, sur toute la chaîne de valeur, depuis l'idéation en passant par le build jusqu'aux formations et change qu'on a englobé dans le terme train. Et on a un modèle de collaboration agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en mode externalisé ou in-team. Et d'ailleurs, sur les 750 personnes d'Epsilon France, on a aujourd'hui plus de 250 personnes qui sont au quotidien, au sein des équipes de nos clients. Donc l'objectif, la mission, l'ambition d'Epsilon, c'est de devenir effectivement le master partenaire des entreprises dans à la fois la consolidation de la donnée, dans la réconciliation, dans son enrichissement, et puis bien sûr dans son exploitation marketing, la finalité de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, quand on a envisagé avec Olivier il y a quelques mois, plusieurs mois, puisque c'était bien avant le Covid à l'époque, de réfléchir et de vous présenter un atelier sur l'architecture data, on s'est dit finalement quel est l'écueil qu'on veut éviter. L'écueil qu'on voulait absolument éviter, c'était d'arriver avec une architecture data cible, une solution cible qu'il faudrait expliquer et que vous auriez dû calquer sur vos organisations et sur votre IT. Ce qu'on a souhaité plutôt, c'est de vous présenter une méthodologie qui va vous permettre de vous assurer que les solutions que vous choisirez, que l'architecture data que vous allez mettre en place répond à tous les usages. Alors évidemment, on a des convictions sur chacune des stacks, que ce soit la collecte, la transformation, l'exposition des données et la gouvernance ou la sécurité, tout ça, on a évidemment des fortes convictions. Mais là, l'objectif, c'était de vous montrer la méthode, la façon dont on opère, dont on intervient dans les entreprises pour les aider à choisir leur architecture data, pour quel usage, quelle source de données, sur quelle plateforme s'appuyer, quels outils faut-il finalement ajouter à mon écosystème. C'est ce qu'on va essayer de faire à travers cet atelier. Puis au gré de la présentation, on va alimenter nos dires de retours d'expérience et puis de recommandations pour vous aider justement à être les plus efficaces possibles dans le choix de cette architecture data. Alors, premièrement, quelles sont les raisons pour lesquelles finalement les entreprises viennent et les clients viennent nous solliciter pour refondre leur architecture data? Il y a 6 grands motifs: l'obsolescence, le manque d'agilité, la nécessité de renforcer l'innovation, la sécurité, accélérer l'industrialisation d'époques qui ont pu déjà être menées par les différentes entités métiers, et puis bien sûr la réduction des coûts. Alors j'aurais pu rajouter à cela 2 autres items, mais qu'on va retrouver un petit peu en sous-jacent de ces 6 items majeurs, qui sont d'un côté la rationalisation, à travers l'obsolescence, à travers les coûts, et puis finalement aussi l'exploitabilité de tout cet écosystème data. Alors je vais laisser un mot à Olivier. Oui, et illustrer un petit peu ce qu'on entend nous derrière ces 6 points-là. Obsolescence, vous pouvez avoir de l'obsolescence matérielle, bien entendu, avec des infrastructures qui sont vieillissantes et qui sont en train de... Enfin, qu'il va falloir songer à remplacer. Donc là, ça peut être l'occasion de réfléchir à quelque chose de différent. Mais ça peut être aussi logiciel, avec des plateformes logicielles, elles aussi vieillissantes, qui sortent des supports et qui potentiellement peuvent représenter des failles de sécurité en sortant des plans de patch et ainsi de suite.
L'agilité, en fait, c'est un petit peu corrélé aussi à ça. C'est à la fois sur d'avoir des compétences sur des systèmes d'information qui sont un peu vieillissants, c'est d'avoir ou de conserver des savoir-faire sur des assets déjà en place, des développements sur lesquels les sachants ou les experts qui ont mis ça en place ont quitté l'entreprise et n'ont pas forcément laissé derrière eux le relais. Le besoin d'innovation, ça tourne autour aussi bien de l'innovation fonctionnelle. Aujourd'hui, intégrer une dimension d'intelligence artificielle dans son marketing, c'est quelque chose qui fait vraiment le buzz et qui est une grande tendance du marché. Mais pas qu'uniquement au niveau finalement fonctionnel. Vous avez aussi de l'innovation d'un point de vue technique. On parlait d'un système d'information ou d'une architecture qui doit vous permettre d'intégrer l'ensemble de vos systèmes et de pouvoir mettre en œuvre ces différents cas d'usage et d'aller vers des environnements silotés, plutôt vers une architecture de service, par exemple. En termes de sécurité, j'en ai déjà un petit peu parlé avec l'obsolescence. Il y a un autre point à prendre en compte aujourd'hui, ce sont tous les process autour de la data, avec très souvent une déperdition de la supervision ou de la maîtrise des flux entre les différents applicatifs. Les métiers trouvent toujours les moyens de passer les données là où ils veulent qu'elles arrivent, mais pas toujours dans les radars d'une DSI, ce qui peut présenter quelques problèmes, notamment au regard du RGPD et de la maîtrise de l'information. Enfin, la partie industrialisation, c'est de pouvoir suivre les métiers et de pouvoir déployer des assets des métiers que les métiers construisent d'une manière rapide et avec un délai qui soit compatible avec leurs attentes. Typiquement, un score ou une segmentation, ne pas attendre 3 à 4 mois avant de pouvoir délivrer en production, ou sur de la data vise, quelque chose qui a été fait vraiment en local et l'intégrer au patrimoine de rapport de l'entreprise sans attendre les 6 mois qu'une DSI pourrait souvent demander du fait de disponibilité notamment. Et enfin, bien entendu, des éléments de coût, chercher des économies de coût sur la rationalisation des plateformes, sur la rationalisation des technologies, ce qui permet en plus aussi d'avoir une meilleure gestion des compétences en interne. Donc, tous ces écueils ou tous ces 6 points-là ont souvent fait que les DSI, dans toutes les missions qu'on a pu mener, souvent la perception par les métiers d'une DSI n'est pas toujours très flatteuse et l'entraîne plutôt, enfin, ou la qualifie plutôt au mieux on va dire, de suiveur et dans le pire des cas comme un frein. Aujourd'hui, face à ce constat-là et face à un besoin finalement de refondre une architecture data, les objectifs d'une DSI, ça devrait être de se repositionner pour pouvoir à terme être force de proposition, suivre un métier, mais l'accompagner, être un accompagnateur plutôt du métier, voire de le devancer dans ces éléments. Donc de pouvoir vraiment poser une architecture ou une infrastructure qui lui permette de suivre et d'accompagner efficacement les métiers, donc de se positionner comme un accélérateur sur les enjeux et sur le développement des ambitions de l'entreprise, qui sont d'ailleurs partagées par l'ensemble des directions de l'entreprise. Oui, c'est bon, ok, désolé. Comme l'a dit Olivier, c'est un enjeu des DSI, bien sûr, mais c'est un enjeu transverse à toutes les entités dans l'entreprise, que ce soit l'IT ou métier, sachant qu'effectivement, comme vous l'imaginez, de plus en plus, les équipes IT et les équipes métiers travaillent de façon très proche, voire même au sein même maintenant de mêmes entités type les data factories. Donc finalement, c'est bien des enjeux qui sont collectifs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver aussi comme un des enjeux de la méthodologie qu'on vous présente maintenant. Alors, la nécessité de disposer d'un mode d'emploi. C'est bien l'objectif de cette présentation, c'est de vous dire comment je vais pouvoir m'assurer que les briques que je vais choisir, que l'architecture que je vais définir répondra bien à l'ensemble de mes besoins. Alors qu'est-ce que constate finalement chez les clients qui nous sollicitent ? Très souvent, on cherche à copier, à calquer ce qui marche chez les autres ou ce que d'autres nous ont vendu, et on oublie les fondamentaux, la méthodologie. On saute des étapes pour aller directement finalement à la mise en œuvre, en oubliant, je le répète, les fondamentaux. C'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais en tout cas, c'est ce qu'on se constate nous, il y a moins de 50% des POC qui sont aujourd'hui industrialisés. Sur ces 50% mis en industrialisation, il y en a la moitié, moins de la moitié, qui ramènent du ROI aux entreprises. Donc bon nombre de nos clients ont initié des projets, ce qu'on appelait en navigation à vue, et des projets très localisés finalement, qui sont ensuite très difficilement industrialisables. Mais la question à laquelle on veut répondre, c'est est-ce que finalement l'architecture, les solutions que je choisis, les modalités d'hébergement que je vais retenir, on-prem, cloud, etc., répondent et couvrent les usages qui sont les miens.
Pour chaque étape de cette méthodologie, on va détailler à la fois les objectifs de chaque étape, on va vous donner un certain nombre de règles et puis de recommandations, de conseils sur chacune de ces étapes, de façon à s'assurer que les étapes soient franchies les unes après les autres, selon, alors je me trompe de télécommande, selon des jalons bien précis. La première étape, donc poser un diagnostic sur l'ensemble des dimensions de la problématique. Là, l'enjeu, et en tout cas les objectifs, ça va être de mettre en œuvre une démarche collective. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet d'entreprise que de repenser son architecture data. Ça n'est pas qu'un projet IT. Par conséquent, il va falloir réussir, à travers de la méthodologie, mettre en œuvre une démarche collective, faire en sorte que les différentes directions qui sont concernées par la data, et globalement aujourd'hui ce sont toutes les directions, soient mobilisées, investies et disponibles pour la réalisation de cette étude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est diagnostiquer l'existant. Pour savoir où on va, encore faut-il savoir d'où on vient. Et donc, par conséquent, sur chacune des dimensions, architecture, application, processus, organisation, il va falloir faire ce diagnostic pour connaître finalement le point de départ. Et puis, le troisième objectif de cette première étape, ça va être de définir les besoins. Et ça reboucle avec le premier item qui est la démarche collective. C'est pour s'assurer d'avoir les bons usages, les bons besoins, encore faut-il que tous les métiers soient bien mobilisés à la réponse de cette étape. Donc l'approche principale, hein, c'est vraiment de conduire la réflexion sous l'angle des usages. Si on reprend un petit peu ce que disait Yann tout à l'heure sur les projets Big Data, aujourd'hui, quand on pense architecture data, le Big Data est un incontournable, on ne peut pas passer à côté. Ça ne veut pas dire forcément qu'on y va, mais on ne peut pas passer à côté dans ces réflexions. Le fait que les initiatives Data Lake qui ont été prises historiquement aient un taux finalement de casse assez important vient du fait que très souvent c'était plutôt une initiative technologique ou une prise de position technologique sur laquelle on n'avait pas encore de visibilité sur les usages. Donc on faisait du stockage, donc on a la donnée, c'est bon, on pourra résoudre nos usages par ailleurs. Il se trouve qu'à l'arrivée, il y a un certain nombre d'usages qui ne peuvent pas s'appliquer simplement sur cette infrastructure ou sur cette architecture. Donc ça renforce bien le fait qu'il faut le prendre sous l'angle des usages d'entrée de jeu pour bien savoir sur quoi on veut se positionner d'un point de vue tant métier, fonctionnel d'ailleurs que technique aussi, dans ces réflexions-là. Le support technique est important et à ce stade-là aussi parce que ça peut être à la fois des contraintes, il y a aussi des atouts dans les assets techniques, il faut savoir les conserver, il faut savoir identifier les points de friction, les points de rupture pour pouvoir imaginer une solution cible derrière qui prenne en compte l'ensemble de ces éléments. Donc dès le départ, dès le diagnostic, tant les usages que les métiers, que les fonctions techniques. La deuxième étape, identifier les scénarios possibles et formaliser la cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'objectifs, sur la base des besoins, des usages qui auront été exprimés dans l'étape 1, on va identifier finalement quelles sont les fonctions dont on va avoir besoin pour couvrir ces usages. De la data vis, de l'analytique, de l'IA, de l'exposition de données pour une DMP, etc. Et donc on va en décliner une architecture fonctionnelle cible. Une fois qu'on aura défini cette architecture fonctionnelle cible, on va identifier toutes les solutions qui sont éligibles pour répondre à ces usages et voire même les tester. C'est d'ailleurs l'un des points que l'on verra après avec Olivier, dans cette nécessité de s'approprier les solutions du marché à travers toutes les méthodologies disponibles, que ce soit à travers des échanges avec des sociétés qui auraient déjà opéré ce type de transformation, que ce soit avec les éditeurs qui seront bien entendu amenés à vous présenter leurs solutions, et évidemment à travers des POC pour valider les fonctionnalités de chacune des applications. Et puis, une fois qu'on aura essayé de détourer les solutions éligibles et adaptées finalement pour l'architecture qu'on aura définie, il faut formaliser les scénarios, c'est-à-dire on va identifier quels sont les différents scénarios possibles et puis identifier les impacts à ce stade. Oui, donc s'inspirer de l'externe, c'est à la fois aller chercher à l'extérieur une vision de l'état de l'art, c'est essayer de construire ou de conduire une telle réflexion en se basant uniquement sur ses ressources internes représente un risque. Ce n'est pas votre métier, ce n'est pas le métier des personnes qui sont chez vous. Par contre, c'est le métier de cabinets conseils qui sont spécialisés, nous en sommes un. Là, pour vous accompagner, nous, dans cette perception de l'état de l'art,
Mais il n'y a pas que les cabinets conseils, il y a aussi ce qui se fait aujourd'hui chez les autres, que ce soit dans votre secteur d'activité ou dans un autre. Mais en tout cas, il y a des moyens de partager autour de séminaires, de tables rondes, de retours d'expérience. Donc avoir des témoignages sur ce qui s'est passé sur l'ensemble du marché. Deuxième point, effectivement, ce sont les éditeurs. Les offres évoluent extrêmement vite. Il est difficile de les suivre. Les technologies ont changé. On arrive à beaucoup plus de maturité. À titre d'exemple, avant, quand on pensait Big Data, on pensait cluster Hadoop. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas du Big Data. Ça peut être aussi du service managé sur du GCP ou du Azure qui font très bien le job et qui sont parfois beaucoup plus efficaces et beaucoup plus simples en appropriation. Donc voilà, tous ces éléments-là, ce n'est pas forcément vous en interne qui pouvez les découvrir, il faut aller les chercher à l'extérieur aussi. Enfin, dernier point, c'est ce que je mets ici, c'est éviter la nouveauté pour la nouveauté. Ce n'est pas l'objectif forcément d'être innovant technologiquement, il faut prendre en compte tous les critères nécessaires lors de cette étude. Hein. Donc bien entendu, la couverture par les outils, mais aussi les éléments de coût. Le capital humain que vous avez aussi en interne, donc c'est les compétences, c'est la capacité à s'approprier, à monter en puissance sur ces sujets. Ce sont aussi vos assets techniques qui parfois font déjà une bonne partie du boulot. Il ne faut pas grand-chose pour pouvoir les rattacher à une architecture qui soit un peu plus moderne. La troisième étape, c'est de décrire la feuille de route. Donc on sait d'où on vient, on sait où on veut aller, donc il va falloir décliner finalement la feuille de route. Tout d'abord en commençant par une architecture technique et l'urbanisation associée à cette architecture technique, chiffrer les différents impacts, les coûts qui sont associés à cette nouvelle architecture, et puis formaliser une roadmap, c'est-à-dire dans quel sens je dois m'orienter. D'ailleurs, c'est l'un des points, je dirais, difficiles pour les entreprises, c'est finalement par quoi je dois commencer, dans quel sens je dois démarrer mes projets, et c'est ce qui est l'un des livrables finalement de cette dernière étape qui est très importante. Oui, donc là vous l'avez vu, hein, il y a pas mal de richesses dans ce qu'on a exprimé en termes d'action sur les phases d'analyse, sur les phases de réflexion. Et nécessairement, à partir de là, on se rend compte que finalement, la mise en œuvre d'une telle solution, ce n'est pas quelque chose qui va être simple dans le temps, ce n'est pas un projet court terme, mais refondre son architecture data, il faut plutôt s'inscrire dans un schéma à 3 ou 5 ans. Donc la mise en œuvre de ce schéma-là ne se fait pas one shot, ce n'est pas un gros projet monolithique, mais ça va plutôt être une mise en œuvre progressive qui va prendre en compte finalement les premiers éléments de ROI qu'on va aller pouvoir trouver, donc ce qu'on appelle classiquement les quick wins. Hein, ça peut être des éléments fonctionnels, ouvrir sur une nouvelle fonctionnalité à peu de coûts, le temps de mettre en place les autres éléments de l'architecture ou de l'infrastructure. Ça peut être des quick wins techniques, une migration de version pour pouvoir abandonner et réduire ses coûts d'exploitation sur une partie de l'infra en cours. Là aussi, ça vient s'inscrire dans une roadmap. Donc cette mise en œuvre et cette roadmap, elle doit bien prendre tous ces aspects en compte, et la construction de cette feuille de route est une étape extrêmement importante. D'autre part, cette feuille de route, elle doit aussi permettre, on parlait des quick wins, de participer au financement de la refonte de l'architecture data. Cet aspect budgétaire n'est pas négligeable. On a l'habitude de dire dans les cadrages qu'on fait notamment avec Olivier, que la roadmap, la feuille de route, doit démontrer des bénéfices concrets, que ce soit des bénéfices côté IT ou côté métier, entre 3 et 6 mois. Si on n'a pas ça, si on n'a pas au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ces bénéfices, c'est qu'on a raté quelque chose dans la feuille de route, parce qu'on a l'absolue nécessité de ne pas créer des tunnels, mais de délivrer très vite de la valeur, que ce soit pour les métiers ou que ce soit pour l'IT. Pour redonner l'échelle de temps, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu d'éloignement de micro, hein, c'est entre 3 et 6 mois les premiers retours. Hein. Ah, bon, d'accord, merci. Donc on vous a donné un certain nombre d'assets dans les slides précédentes, étape par étape. On a voulu là insister sur ce qui nous semble être des éléments beaucoup plus transverses. Le premier élément, qui est, comme les autres d'ailleurs, mais un élément de gage de réussite, c'est de disposer d'un sponsor de niveau COMEX et de valider son adhésion aux phases clés de l'étude. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui vient dire un coucou au début de l'étude et puis qu'on revoit à la fin, mais c'est bien quelqu'un à qui on va reporter tous les
tous les mois, tous les 2 mois, en fonction de la durée de l'étape, de la mission, pardon, mais qui va valider ces différents assets produits par cette mission. Oui, très important parce que c'est un effet extrêmement déceptif pour les équipes qui mènent ces missions-là. Je ne parle pas forcément de l'externe, hein, mais les équipes en interne qui mènent ces missions-là, ces réflexions, de finalement se voir après opposer un no-go ou une décision qui réduit notablement la portée du fait d'un manque d'implication finalement des instances décideurs. Alors, le deuxième point, et je vais aller assez vite parce que je vois que le temps tourne et on a encore quelques éléments à partager derrière, ne pas vouloir aller trop vite, laisser la réflexion mûrir. Là encore, un peu hein, dans la série des ABAC, on a l'habitude de dire que repenser son architecture en moins de 3-4 mois, c'est source d'inefficacité ultérieure. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'effectivement on est un peu... Juste un petit point. On parlait tout à l'heure d'expérimenter, c'est que si on veut faire des POC avec les éditeurs, notamment, qui fassent la démonstration de ces éléments-là, rien que ça demande un petit peu de temps et ce n'est pas sur un mois qu'on peut l'organiser. Donc oui, il faut vraiment se mettre en tête 3-4 mois. Ça permet l'organisation, puis ça permet la maturation des sujets. Oui, même faire mûrir les besoins métiers aussi, parfois il faut un peu de temps pour les faire atterrir. Favoriser les échanges, les retours d'expérience avec les sociétés ayant mené ce type de projet et les éditeurs, ça on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir. Accepter que la cible soit une boussole. Alors ça c'est un point important, cette cible, ça ne doit pas être un carcan dans lequel on s'enferme, mais c'est bien une boussole. Donc, je vais peut-être te laisser dire un mot, c'est important ça. Là, tout à l'heure, je viens de vous dire que la mise en place ou la refonte de l'architecture, c'est un projet plutôt 3-5 ans. En 3-5 ans, le contexte évolue, que ce soit en interne ou que ce soit à l'externe, les technologies évoluent, les éditeurs sont assez actifs, donc il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent et il est intéressant de pouvoir les intégrer éventuellement, ou en tout cas d'accepter de les envisager pour pouvoir les intégrer dans une vision actualisée de la cible. Et ce qui est d'ailleurs ce dernier point qui vient de mettre à jour régulièrement cette cible. On l'a définie peut-être aujourd'hui pour 5 ans, mais comme le contexte évolue, on la met à jour, on tient compte de ces évolutions et on optimise. Alors l'architecture data, c'est une des dimensions d'un projet d'entreprise comme ceux qu'on vous a présentés. Devenir une entreprise data-driven suppose d'adresser finalement les 3 grands piliers que sont l'architecture, on ne va pas y revenir, on en a parlé, la gouvernance et l'organisation, et le mode de fonctionnement, peut-être en un mot. Oui, le mode de fonctionnement, comme on le voit, il y a potentiellement de nouvelles technologies qui rentrent, qui peuvent changer un peu les habitudes. Il y a aussi des attentes côté métier qui sont plus pressantes. Donc sortir un petit peu des schémas traditionnels et aller vers plus d'agilité, vers l'intégration continue par exemple, là sont des pistes à évoquer pour pouvoir avoir un time to market vraiment raccourci et vraiment réussir à suivre les métiers, quoi. Alors, une illustration très rapide, hein, comme ça, si vous voulez venir nous voir ou en tout cas nous contacter, on pourra parler plus en profondeur de nos expériences. Mais en tout cas, c'est une méthodologie que nous, on a éprouvée sur différents secteurs, vous pouvez les voir, qui illustre les nécessités ou les raisons pour lesquelles on fait une refonte, hein, que ce soit de l'obsolescence, de la saturation des systèmes, que ce soit une envie d'innovation, d'évolution, peu importe. Ce qui est important par contre de montrer ici, c'est que là on est dans des cadres qui sont relativement différents. Tous ne sont pas forcément orientés purement data et marketing, data client et marketing, mais la méthodologie s'applique aussi que vous soyez sur un contexte décisionnel global et général, hein, du système d'information qui couvre l'ensemble de l'entreprise et pas uniquement un secteur. Et pour terminer cette présentation, il restera peut-être une petite minute pour une ou deux questions. Je voulais la terminer par un message important. Vous l'avez compris, un refond de son architecture data est une transformation d'entreprise. Et une transfo d'entreprise, quelle qu'elle soit, doit s'accompagner d'un plan d'accompagnement des équipes opérationnelles. Et comme je vous l'ai indiqué au début de cette présentation, donc Epsilon vous accompagne également dans la transformation des équipes à travers des formations, et du coaching, formation technique, des formations métiers, formations par exemple pour les data scientists, mais aussi de l'accompagnement en mode coaching pour aider plus concrètement et plus opérationnellement parlant, je dirais, les équipes au quotidien. Voilà, on a essayé de tenir le planning, il reste même une minute, on a été peut-être un peu rapide, je vous prie de nous en excuser. Si vous avez du coup, puisqu'il nous reste une minute, on peut enchaîner si vous avez une question.
Sinon, vous pouvez nous contacter, comme je vous l'ai mis, hein, soit par adresse mail, soit par le site Salon Big Data. Oui, vous devez trouver nos coordonnées sur le site. Et l'adresse mail, je vous rappelle, hein, c'est communication@epsilon-france.com. Merci à vous. Très bon salon. Merci beaucoup. Merci.